Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Aujourd'hui, nous allons faire les questions QCM de l'examen de janvier 2017. Je vais en faire 3. Guillaume va prendre la suite et enfin Nathan va terminer les 4 dernières questions. La première question, de quoi ça nous parle? Ça nous dit que nous avons une falaise, une certaine hauteur h, et qu'au bord de cette falaise, on va venir lancer un objet avec une vitesse v0 et un certain angle θ. Après un certain moment, l'objet, évidemment, va venir tomber. On va appeler ça T final. Et ici, T initial, donc le lancer. Et ce que nous demande l'exercice, c'est de trouver VF, donc la vitesse au temps de chute. On a vu pendant les TP qu'il y avait plusieurs manières de faire ceci, qu'on pouvait utiliser soit la cinématique, soit la dynamique. Soit le bilan d'énergie, pardon. Sauf qu'on a vu qu'il y en a une des deux méthodes qui allait beaucoup plus vite, et cette méthode, c'était le bilan d'énergie. C'est ce qu'on va faire, donc. On va faire un bilan d'énergie sur la situation. On peut distinguer deux situations, TI, donc le moment de lancer, et TF, le moment de chute. Ici, on ne nous parle pas de ressort, on ne nous parle pas de frottement, et on ne nous parle pas de moteur et de force de lancer. Donc on a juste deux énergies, on a U, l'énergie potentielle, et on a K, l'énergie cinétique, dans les deux situations. Quelles sont leurs expressions? Au moment de lancer, on sait qu'on lance d'une certaine hauteur h, qui représente la hauteur de la falaise. Donc l'énergie potentielle va être égale à mg h. La vitesse, elle va être égale à 1 demi m v0, l'énergie au moment de lancer, la vitesse au moment de lancer l'objet au carré. Par contre, à la fin, ça sera plus la même chose. À la fin, on sait qu'on est arrivé au niveau du sol. Donc l'énergie potentielle va être égale à m fois g fois 0, autrement dit 0. Par contre, l'énergie cinétique n'est pas nulle, parce qu'elle va être égale à m à 1 demi fois m fois v, avec v au carré, v la vitesse au moment de la chute, ou vf, comme je l'ai mis au début. Maintenant qu'on sait ça, on sait que rien ne se perd. Donc toute l'énergie que j'avais au début est égale à toute l'énergie que j'ai à la fin. C'est ce qu'on va écrire ici. m g h plus 1 demi m v de 0 au carré est égal à 1 demi m vf au carré. Ici, on a tout ce qu'il faut. Et ce qu'on cherche, c'est v de f. Il suffit juste d'isoler v de f. Donc on va simplifier tous les m d'abord. Et puis on va multiplier par 2 à gauche et à droite. Ça va nous donner 2gh plus v0 au carré est égal à v de f au carré. Ou autrement dit, v de f est égal à racine de dgh plus v0 au carré. Et avec ça, on trouve la vitesse au moment de la chute. La sous-question 2 du QCM, elle nous parle de l'équation qui vient décrire le mouvement d'un ressort. Avec, dans cette équation x de t, la position du ressort. Qui a sa raideur. Et m, son poids. Ou sa masse, plus exactement. Ce sont les trois variables que nous avons dans les équations. Et ce qu'on nous demande à partir de là, c'est de définir la fréquence angulaire. Oméga, ce qu'on cherche, c'est oméga. Donc, à quoi ressemble l'équation qu'on nous donne? L'équation qu'on nous donne nous dit qu'on a la dérivée seconde de x de t selon t. Donc la dérivée seconde temporelle de x de t est égale à moins k sur m x de t. Voilà. Cette question,
cette sous-question du QCM est en fait une question théorique. Il suffit d'abord de bien réécrire cette équation-là. On va la réécrire comme étant la dérivée seconde de x de t divisé par dt carré plus k sur m de x de t qui est égal à 0. Une fois que nous avons ça, la théorie, ou si vous voulez, le cours de M. Legars, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que oméga, la vitesse angulaire, la fréquence angulaire, ça va être égal à la racine de ce coefficient. Donc le coefficient qui se trouve devant x de t, ce qui veut dire la racine de k sur m. Donc ça, la théorie nous donne directement que c'est la fréquence angulaire. La fréquence angulaire, qu'est-ce que c'est, si on voit un peu de physique? C'est lorsque vous prenez votre ressort, position de repos, on va dire un tour complet, ou alors en tout cas un mouvement complet du ressort, c'est il monte jusqu'à son extension maximum, ensuite il redescend jusqu'à sa compression maximum, et enfin il revient à sa position initiale. Et la fréquence angulaire, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, donc oméga qui est en radians par seconde, ça nous dit quelle est l'amplitude en radians, ou si vous voulez en degrés, amplitude en radians, que fait le ressort, en 1 seconde. Voilà. Donc, la sous-question 3 du QCM, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que on va lancer un obus. Hop, 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 avec une certaine vitesse initiale, V0, afin que lors de son parcours, l'obus atteigne une certaine hauteur h de 484,025 mètres. Ce qu'on nous demande, c'est de trouver V0, donc V0, la vitesse initiale, avec laquelle il faut lancer l'objet, en sachant que l'angle d'inclinaison de l'obus faut 45 degrés. Égal 45 degrés. Comment va-t-on faire cela? On l'a déjà fait en TP plein de fois. Ici, on va utiliser la cinématique. Cinématique. En sachant qu'on nous parle d'angle. Donc, en sachant, on va utiliser un sinus ou un cosinus à un moment donné. Quelles sont les équations à utiliser? On a deux équations. L'équation pour la vitesse, qui est que V en Vy. Ici, tout se passe en Y, parce qu'on parle de hauteur. Et quand on veut lancer tel qu'on atteigne cette hauteur-là. Donc, tout se parle en Y. Donc, V de Y de T, donc la vitesse sur le long temps, va être égale à V0Y, donc la vitesse initiale verticale, moins G de T. Et la position Y de T verticale, elle va être égale à Y de 0 plus V0Y de T moins G de T carré sur 2. Okay. Première chose à faire, V0 de Y, si on sort son SOHCAHTOA, donc ceci étant V0, on décompose en deux composantes, la composante verticale, la composante horizontale, avec l'angle qui se trouve ici, et on tombe directement sur V0Y est égal à V0 fois sin de l'angle. Pourquoi sin? C'est parce qu'ici on s'intéresse à la composante verticale, à la composante qui fait partie du côté opposé, si on se rappelle SOHCAHTOA. Maintenant qu'on a ça, on peut s'intéresser aux deux équations, que je nommerai l'équation 1 et l'équation 2. L'équation 1, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit directement la relation entre T et la relation entre T et V0 de Y. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on se trouve ici, c'est le moment qui va nous intéresser, T, j'appellerai ça D étoile, donc le moment où on est au sommet de la cloche,
en t égale t étoile, on sait que notre vitesse est nulle. Parce que c'est le moment juste avant de redescendre. Donc c'est le moment où notre vitesse a décéléré. Là, elle est nulle et on va seulement se remettre à descendre. Donc la première équation, elle nous donne 0 est égal à V0 sin de l'angle moins G de T étoile. Okay. On peut réécrire ça comme étant T étoile est égal à V0 sin de l'angle divisé par G. Voilà. Au même moment, donc toujours pour ce T, donc pour toujours qu'on est au sommet, la deuxième équation, que j'ai notée ici, l'équation selon la position, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que y de t à ce moment-là, donc notre position verticale à ce moment-là, ça vaut h. H est égal à y0, donc y0 c'est 0, c'est la position initiale, plus v0 sin de l'angle fois t, t étant t étoile, moins g demi fois t étoile au carré. Maintenant, on va remettre t étoile à l'intérieur de la deuxième équation. Ça va nous donner h égale v0 sin de l'angle fois v0 sin de l'angle sur g, moins g demi v0 sin de l'angle sur g, et chaque terme au carré, parce que ça vient d'un carré. Carré, carré, carré. Ici, ce qu'il nous reste à faire, c'est des simplifications. Ce g-là se simplifie avec un seul des g ici. Et ça se multiplie avec celui-là. Ce qui va nous donner h est égal à v0 au carré sin de l'angle aussi au carré divisé par g, moins v0 au carré, parce que c'était déjà au carré, fois sin de l'angle au carré, parce que c'était déjà au carré, divisé par 2g. Parce qu'il y a un du g carré qui s'est simplifié. Ça, c'est simplement égal à h égale à v0 au carré sin carré sigma sur 2g. Une fois qu'on a ça, on peut venir isoler directement notre V0. Okay. Ça va me donner V0 au carré est égal à 2GH divisé par sin au carré de θ. Okay. Ou autrement dit, V0 est égal à racine de 2GH divisé par sin carré de l'angle. Et ça, une fois que vous prenez votre calculette et que vous remettez toutes les valeurs dedans, ça nous donne la réponse A, qui vaut 139 mètres par seconde. Voilà, avec ça on résout la sous-question 3 de l'examen de janvier 2017. Alors, dans cette quatrième sous-question de l'examen, on dit qu'on considère un mouvement circulaire uniforme. Donc c'est une question purement théorique. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme? On se souvient bien qu'on a une accélération centripète et une vitesse qui est tout le temps tangente à l'endroit où on se situe sur le cercle. Alors, quelles sont les propositions qui sont faites dans le QCM? Tout d'abord, on dit le vecteur vitesse est constant. Alors, est-ce que le vecteur vitesse est constant? Eh bien non. Pourquoi? Eh bien parce que le vecteur vitesse va tourner également en fonction de où se situe ma petite masse qui avance. Donc imaginons que maintenant ma petite masse se situe ici en bas. Eh bien, le vecteur vitesse sera toujours tangentiel à là où je me situe. Mais on voit que il n'est plus du tout dans la même direction. Et l'accélération, elle, est centripète. Donc toujours dirigée vers le centre. Donc la réponse A n'est pas bonne. Ensuite, on me dit le vecteur accélération est tangentiel. Non, c'est pas le vecteur accélération qui est tangentiel. C'est mon vecteur vitesse qui est tangentiel. Donc la réponse B est également à supprimer.
Ensuite, on me dit, le vecteur accélération est constant. Mais non, il n'est pas constant, parce que regardez, dans mon premier cas, le vecteur accélération est ici orienté vers le bas, alors que dans mon deuxième cas ici, il est orienté vers la droite, ce qui fait qu'en fait, mon vecteur accélération n'est pas constant. Alors, ensuite, on me dit, le vecteur accélération est centrifuge. Eh bien, c'est pas bon non plus. Centrifuge, cela voudrait dire qu'il est orienté vers l'extérieur du cercle, ce qui n'est pas le cas. Ici, il est toujours orienté vers le centre du cercle, ce qui veut dire qu'en fait, mon vecteur accélération est centripète. Et donc, c'est bien la réponse E qu'il fallait cocher dans cette 4e sous-question de l'examen. Alors, dans cette 5e sous-question du QCM, on nous parle d'un objet d'une masse de 800 grammes, et on nous demande quelle est la force de gravité F qui s'applique sur cet objet. Alors, c'est très simple. On sait que la force de gravité est égale à la masse de l'objet fois la constante de gravité. Alors ici, on sait que G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Et donc, j'ai un objet de 800 grammes. Il faut bien faire attention aux unités. Normalement, la masse est en kilos. Donc, j'ai ici 0,8 kg fois 10. Ce qui me donne 8 newtons. Et donc, j'ai une force de 8 newtons qui s'applique sur l'objet. C'est-à-dire, dans mon QCM, c'est la réponse D. Alors, dans cette 6e sous-question du QCM, on nous demande quelles sont les unités de l'inertie. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement se reporter au formulaire qui nous a été donné par Vincent, le gars, et on sait que l'inertie d'un rouleau qui est plein est égale à mr carré sur 2. Donc cette formule vous est donnée dans le formulaire. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, quelles sont les unités de l'inertie? Une masse est exprimée en kilos, et un rayon est exprimé en mètres, donc j'ai des kilos fois des mètres carrés. Alors, quand je regarde les possibilités que j'ai dans mon QCM, je vois qu'en C, j'ai des kilos au carré fois des mètres carrés, ce qui est totalement faux, et en A, j'ai des kilos fois des mètres. Donc ces deux réponses-là, je peux déjà eh bien, les supprimer. Ensuite, il me reste la réponse B et la réponse D. Alors, on va comparer les unités que j'ai ici avec la réponse B et la réponse D. On va commencer par la D. En D, on me dit que j'ai des newtons fois des mètres carrés fois des secondes au carré. Fois des secondes au carré. Alors, les newtons, dans le système international, quelles sont ces unités? Eh bien, en reprenant la 3e loi de Newton, on sait qu'une force est égale à une masse fois une accélération. Une force est bien exprimée en newton, et donc, je peux décomposer en fait mes newtons comme une masse fois une accélération. Alors, une masse, c'est des kilos, et une accélération, c'est des mètres par seconde au carré. Donc, si je mets tout ensemble, ici, pour la réponse D, j'ai des kilos fois des mètres divisé par des secondes au carré fois des mètres carrés fois des secondes au carré. Alors, mes secondes se simplifient et il me reste des kilos fois des mètres cubes. Quand je compare cette réponse à mes vraies unités de l'inertie, je vois que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je peux également supprimer la réponse D. Et il me reste enfin ma réponse B à tester. Ici, j'ai des joules fois des secondes au carré. Alors, des joules, c'est l'unité d'une énergie. Et pendant le cours, on a vu plein d'énergies. Par exemple, l'énergie cinétique. On sait que l'énergie cinétique est égale à mv carré sur 2. Quelles sont les unités de l'énergie cinétique? Ce sont des joules. Mais dans le SI, j'ai une masse, donc des kilos, fois une vitesse au carré, donc des mètres carrés, divisé par des secondes au carré. Donc, l'unité en fait de B, ce sont des kilos fois des mètres carrés divisé par des secondes carrées, fois des secondes au carré. Et mes secondes au carré se simplifient, ce qui me donne des kilos fois des mètres carrés. Et en fait, je remarque que l'expression qui m'est donnée à la réponse B est simplement une autre forme d'écrire mes unités de mon inertie, qui sont des kilos fois des mètres carrés. Et donc, la bonne réponse à cette 6e sous-question est la réponse B. Alors, pour la question numéro 7, on nous dit que sur Terre, la masse d'un astronaute est de 60 kg. On nous dit aussi que l'accélération de la gravité sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre. On nous demande quelle est l'affirmation correcte parmi les propositions suivantes. Alors, la première chose à faire avant de se ruer sur les propositions comme le Covid sur les étudiants en petite casa, c'est de se rappeler un peu les informations qu'on nous a données et de comprendre ce qu'elles veulent dire. Donc, ça veut dire que on sait que la force poids, F, elle est donnée par M
G, sa norme en tout cas, est donnée par mg. Et donc sur la Lune, la force poids sur la Lune, eh bien ce sera bien mg, mais avec g de la Lune. On nous donne également le fait que l'accélération de la gravité due à la gravité sur la Lune, eh bien, elle est 6 fois plus faible que sur la Terre, donc GL est égal à G sur 6. Je peux donc facilement tout de suite trouver que la force de gravité sur la Lune est égale à m fois G sur 6, c'est-à-dire 6 fois plus faible que la force de gravité sur la Terre. Ça, je l'ai fait assez rapidement, et donc maintenant que je sais que j'ai pu extraire un peu mes données et en conclure rapidement quelque chose, eh bien je peux regarder les propositions qu'on me propose, hein. Et donc dans la proposition A, on me dit que la force de la gravité sur la Lune est 6 fois plus importante que sur la Terre. Bien sûr que non, puisque je viens de calculer ici que cette force de gravité est justement 6 fois plus faible. Alors pour la deuxième proposition, on me dit que l'astronaute a le même poids apparent sur la Lune que sur la Terre. Eh bien non, puisque le poids apparent, c'est équivalent à la normale que le sol ou la balance exerce sur mon astronaute, qui est équivalente en norme, mais opposée en direction, à ma force de gravité. Et donc forcément, ça ne peut pas être la même chose, puisqu'on a calculé que la force de gravité était 6 fois plus faible. Pour la réponse C, on nous dit que la masse de l'astronaute sur la Lune est plus faible que sur la Terre. Alors, peut-être que le poids apparent va changer, mais la masse, elle reste de toute façon la même chose. L'astronaute ne maigrit pas soudainement en se retrouvant sur la Lune. Tandis que pour la réponse D, on me dit le poids apparent sur la Lune est 6 fois plus faible que sur la Terre. Eh bien ça correspond exactement à ce que j'ai calculé ici, donc c'est la bonne réponse. Et si on regarde quand même la question E, la réponse E, eh bien on dit à la réponse E qu'il n'y a pas de force de gravité sur la Lune, on flotte dans l'espace, et ça bien sûr c'est n'importe quoi, parce qu'on nous a dit dans l'énoncé que l'accélération due à la gravité sur la Lune existait, puisqu'on nous dit qu'elle est 6 fois plus faible. La bonne réponse est donc la réponse D. Dans cette 8e question du QCM, on parle d'un cylindre plein qui roule sur un plan horizontal et sur lequel on applique une force en son centre, une force F. On nous dit aussi que c'est un roulement sans glissement. Ça veut dire que forcément le cylindre ne va pas patiner contre le sol. Et on me demande quelle est la valeur du coefficient de frottement pour qu'effectivement il n'y ait pas de glissement. Donc la première chose à se rappeler, on peut refaire le petit dessin hein, ici, donc avec le centre de la roue sur lequel s'applique la force F, et le sol, je sais que j'ai aussi la force poids qui s'applique, mg, et je sais que j'ai la force normale, N. Je sais que j'ai aussi la force de frottement, que je vais appeler F, F minuscule. Et je sais que ma roue se déplace en roulant sur le sol sans glisser, hein, et qu'elle a donc une certaine vitesse oméga et une certaine accélération angulaire alpha, et qu'elle a aussi du coup une certaine accélération linéaire, on va dire A. Et on me demande quelle est la force de frottement, quel est le coefficient de frottement nécessaire. Alors ici, comme je sais que je roule sans glissement, eh bien ça veut dire que forcément l'accélération angulaire alpha est égale à l'accélération linéaire divisée par le rayon de ma roue. Une première information. Et donc, je vais devoir trouver les valeurs, calculer les valeurs de l'accélération angulaire et de l'accélération linéaire. Alors, tout d'abord, je vais trouver la valeur de l'accélération linéaire. Et pour ça, eh bien, je sais que ma roue avance uniquement dans la direction des x et que du reste, dans la direction des y, eh bien, il n'y a que deux forces qui agissent, la force poids et la force normale. Et donc, ces deux forces s'annulent. Et je sais que dans cette direction de x, eh bien, je peux faire que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et si je fais la somme des forces dans la direction x, eh bien, j'ai la force F, positive, moins la force de frottement, moins F, qui va être égale à la masse de mon cylindre fois A, son accélération. Mais cette force de frottement F, eh bien, je me souviens de la formule, ça va être le coefficient de frottement statique, mu S,
multiplié par la valeur de la force normale. Et bien, cette force normale, comme on sait que les deux seules forces en Y sont la force poids et la force normale, forcément la force normale est d'orientation opposée mais de même grandeur que force poids, et donc force normale c'est mg. Ici j'utilise bien un coefficient de frottement statique μs parce que ma roue ne glisse pas sur le sol, c'est donc du frottement statique. Et partant de ça, je peux déjà éliminer deux réponses, les réponses B et E qui prennent en compte un coefficient de frottement cinétique qui n'a rien à voir avec la situation ici, et je peux déjà éliminer ces réponses. Donc, ici, je sais donc que mon accélération linéaire, elle est donnée par A égale, eh bien, F moins mu S mg sur la masse m. C'est ce que j'en déduis de ma somme des forces dans la direction x. Très bien. C'est une première chose, j'ai pu déterminer le A ici. Maintenant, il faut que je puisse déterminer le alpha. Eh bien, le alpha, ça va être, c'est un peu l'équivalent ici de la somme des forces, mais dans un mouvement circulaire. Je sais que la somme des moments qui s'appliquent sur mon cylindre, sur mon espèce de roue, eh bien, sera égale à l'inertie multipliée par mon accélération angulaire alpha. Je peux donc écrire aussi que, eh bien, la somme des moments, donc l'inertie fois alpha est égale à la somme des moments. Et quels sont les moments qui s'appliquent sur mon cylindre? Eh bien, si je regarde les forces en jeu, la force normale, eh bien, elle a un bras de levier qui n'est pas nul parce qu'elle s'applique sur sa circonférence, mais elle est dans la direction du bras de levier. Donc, si je fais mon produit vectoriel, le moment qui en résulte, lui, est nul. La force poids, elle s'applique eh bien, sur mon centre de rotation, et donc son bras de levier est nul, moment résultant nul. La force F, même chose, elle s'applique sur mon point de rotation, donc son moment résultant est nul. Il ne me reste que la force de frottement, qui s'applique effectivement sur la circonférence, et dont le bras de levier est R, et qui s'applique avec un angle droit sur mon bras de levier. Et je peux donc simplement dire que le moment dû à cette force de frottement, eh bien, ça va être la force de frottement, donc mu S m g multiplié par le bras de levier R. Ok? Ici, je connais la formule de l'inertie pour un cylindre plein, qui est 1 demi mr carré. Je peux donc écrire 1 demi m grand R carré, alpha, est égal à mu S m g R. Ok, ici je peux simplifier les deux m, 1 R, donc je fais disparaître le carré, et j'ai donc que alpha est égal à, eh bien, 2 mu SG sur R. Ok? Ensuite, je vais réinjecter la valeur de alpha que j'ai trouvée et la valeur de A dans mon équation de départ, dans ma condition de roulement sans glissement. Et je vais pouvoir obtenir que, eh bien, donc alpha 2 mu, pour ne pas confondre avec alpha, 2 mu S G sur R est égal à A sur R, donc F moins mu S M G sur M, et bien MR, parce que c'est bien A sur R. Ici, j'ai mes deux R qui se simplifient. Et donc si je fais passer ça de l'autre côté, j'ai bien 2 mu S mg égale F moins mu S mg. Je vais isoler mu S, donc si je fais passer ça de ce côté-là, je me retrouve avec 3 mu S mg égale à F, et donc mu S est égal à F sur 3 mg. Et ici, on dit que mu S doit être plus grand ou égal, parce que vous vous doutez bien que si finalement le frottement au sol est plus important, et bien justement, ça va quand même fonctionner par rapport à un frottement qui n'est pas assez important, et là où on aura un glissement. La bonne réponse est donc la réponse A.
Alors, pour cette question 9, on me dit qu'on est dans un train dont les fenêtres sont fermées et qui se déplace à une vitesse constante, et que je lance une bille de manière verticale dans ma main, et on me demande, en gros, où est-ce qu'elle va retomber la bille. Et bien ici, comme je suis dans le train qui est à vitesse constante et que les fenêtres sont fermées, il n'y a pas d'histoire de traîner avec l'air, etc., puisque tout ce qui se situe dans le train, qui est un milieu fermé, se déplace à la même vitesse que le train, c'est-à-dire l'air qui est dans le train, moi, la bille, etc. Donc, a priori, quand je lance ma bille, il n'y a pas d'autre... Elle a la même vitesse que le train. Si je me place dans le référentiel du train, eh bien, elle ne se déplace pas par rapport au train, sauf de manière verticale. Et comme il n'y a pas de traînée qui va la faire dévier de sa trajectoire, parce que le train se déplace aussi à la même vitesse, l'air se déplace aussi à la même vitesse que le train, eh bien, ma bille va retomber tout simplement au même endroit dans ma main. La bonne réponse est donc la réponse C. Alors, dans cette 10e et dernière question du QCM, on nous dit que la vitesse d'une masse m passe de V0 à Vf sur une distance d en glissant sur le sol, et on nous demande quelle est la force de frottement qui est exercée sur la rondelle. Malheureusement, ici, on ne nous donne pas de coefficient de frottement ou quoi que ce soit, donc il va falloir exprimer la force de frottement en fonction des différents paramètres qu'on nous donne, c'est-à-dire la distance d, et la vitesse de départ, la vitesse finale. Donc si je fais un petit dessin de la situation, j'ai ici le sol, ma petite rondelle qui est de base à une vitesse V0, qui après une certaine distance d a une vitesse Vf, donc après une distance d, et on me demande de calculer la force de frottement, ici Ff, la norme de la force de frottement qui s'applique sur ma rondelle. Et bien pour ça, je peux me servir par exemple soit des bilans d'énergie, soit du MRU, MRUA, et moi j'ai choisi de le faire cette fois-ci pour une fois en MRU, MRUA pour détailler un petit peu. Et je peux savoir que effectivement ma rondelle a parcouru une distance d, et selon la formule c'est égal à la position de départ, qu'on peut dire comme étant 0, plus sa vitesse initiale V0 fois un certain temps de parcours, TP, moins l'accélération fois le temps de parcours au carré sur 2. Ici, je mets un moins parce que je sais que ma vitesse, ma rondelle ralentit puisque le frottement va la ralentir, jamais l'accélérer. Je peux également dire que la vitesse finale, c'est le résultat c'est ma vitesse initiale moins l'accélération fois mon temps de parcours. Et alors, j'ai mon petit système d'équations, mais ce qu'on cherche, c'est la force de frottement. Et qu'est-ce que c'est que cette force de frottement? Eh bien, simplement, la force de frottement, sa norme que je peux noter F. Hein. Je vais d'ailleurs privilégier ici la notation F, ce sera plus clair. Eh bien, sa norme, je sais qu'elle sera égale à la masse fois l'accélération de mon bloc. Je peux donc écrire, en fait, remplacer ici dans l'équation, que A est égal à F sur M. Et donc, comme ça, j'aurai deux équations et je fais apparaître mon F dedans parce que c'est ce que je cherche. Je peux donc réécrire les équations ici. D est égal à V0 fois le temps de parcours moins F sur M fois le temps de parcours au carré sur 2. Et je sais aussi que Vf est égal à V0 moins F sur M fois le temps de parcours. Donc ici, j'ai bien deux inconnus qui sont ma force de frottement M et le temps de parcours. Grâce à cette équation-ci, je peux déduire la valeur de mon temps de parcours comme étant le temps de parcours est égal à V0 moins Vf sur F sur M, c'est-à-dire V0 moins Vf multiplié par M sur F. Ok? Maintenant que j'ai cette expression pour mon temps de parcours, je peux la réinjecter
dans ma première équation ici pour écrire que D est égal à V0 fois, donc le temps de parcours, V0 moins VF fois M sur F, moins F sur M. Alors, temps de parcours au carré, V0 moins VF au carré fois M carré sur F carré, le tout sur 2, donc je peux mettre 1 sur 2 ici, et je cherche bien la valeur de F en fonction des autres paramètres. Ici, je peux déjà simplifier un petit peu, parce que ici j'ai F là, F carré, donc je peux supprimer le carré en supprimant le F là, et là j'ai M carré et M, donc je peux supprimer le carré ici en supprimant le M là. Ok? Je vois ici que j'ai des F qui multiplient le dénominateur. Si je le fais passer de l'autre côté, je peux écrire que F est égal à V0 fois V0 moins VF M sur D moins V0 moins VF au carré M sur 2D. Ici, je peux mettre le M en évidence et ramener tous mes termes sur un dénominateur unique qui sera 2D. Et je peux donc écrire F égale à M fois, alors, V0 fois V0 moins VF fois 2 moins V0 moins VF au carré, le tout sur 2D. J'y suis presque, il ne me reste plus qu'à développer les termes que je vois ici. Et en développant, j'obtiens F qui est égal à M fois, ici grande parenthèse, là aussi, ne pas les oublier, parce que M multiplie bien tous les termes. Donc V0 fois V0 moins VF, ça vient me donner V0 au carré, ne pas oublier le 2 ici, donc 2V0 au carré moins 2V0 VF. Ici, alors V0 moins VF au carré, mais je dois rajouter un moins, donc ça fait moins V0 au carré, moins VF au carré. Alors moins plus 2 V0 VF, le tout sur 2D. Et ça me donne finalement F qui est égal à M fois, si je simplifie mon expression, j'ai moins 2 V0 VF qui se supprime avec le plus 2 ici. J'ai 2 V0 carré moins V0 carré, ça fait bien V0 carré moins VF au carré sur 2D. Ici, il est important de se souvenir que cette expression mathématique peut s'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire, donc je renote mon M, V0 moins VF fois V0 plus VF, toujours sur 2D. Ce qui me permet de déterminer que la bonne réponse, c'est la réponse E. Ici, la difficulté, c'était que, on n'avait pas l'histoire de coefficient de frottement qu'on utilise d'habitude pour déterminer la force de frottement. Et il y avait aussi des petites difficultés en termes d'expression mathématique. Bien savoir que A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. Voilà qui conclut la résolution de la dernière question du QCM de janvier 2017 et qui conclut par là même cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos et qui sait de prochaines résolutions d'examen. À bientôt sur Radio Gazou.